Bonjour, dans cette vidéo sur SQL, nous allons voir en détail l'ordre select, et en particulier les jointures, les tables dérivées, les agrégations et les sous-requêtes, et bien d'autres aspects. Cette vidéo sera composée de deux parties. Une première partie où je vous présenterai très brièvement la syntaxe, et une seconde où plusieurs exemples seront présentés. Les sources qui permettent de créer la base de données et les exemples seront sur un dépôt GitHub, dont je vous mets le lien en description. Pour faire la présentation, je vais utiliser une base de données qui s'appelle stock, dans laquelle il y a trois tables. C'est assez simple. Nous avons un stock avec des articles et des entrepôts. Donc c'est une table d'association. Donc pour un article et un entrepôt, nous avons une quantité, un seuil minimum et un seuil maximum. Chaque article est référencé dans une table mère, donc avec la table article, dans laquelle nous avons la référence, le nom et la marque. Et les entrepôts ont chacun une clé étrangère dans la table d'entrepôt, dans laquelle nous avons le nom de l'entrepôt et la vide. Donc ici un petit aperçu des données, donc article, entrepôt, stock. Donc tout ça est disponible sur GitHub. Nous allons voir la syntaxe base d'un ordre select en SQL. Donc le select est suivi d'une liste d'expressions. Cette liste d'expressions peut être soit l'étoile, pour signifier que l'on sélectionne la totalité des champs d'une table, ou de plusieurs tables. Ça peut être aussi le nom des champs. Ça peut également être une opération algébrique, par exemple une somme, une moyenne. On peut également retrouver des opérations sur les chaînes de caractères, comme une substitution, une extraction, une concaténation. On peut également faire des opérations entre les champs, par exemple multiplier une quantité par un prix. La clause from. Alors la clause from va lister les sources qui vont nous permettre d'extraire les données, c'est-à-dire ce sont les sources de nos données. Alors la plupart du temps ce seront des tables, mais nous manipulerons aussi des vues et éventuellement des tables dérivées. Une table peut avoir un alias. Les alias sont très pratiques en fait lorsque nous devons faire des jointures, et également dans le cas où nous avons des noms de champs qui sont communs à plusieurs tables. Lorsque nous faisons un select et que nous avons un nom de champ qui est commun à plusieurs tables, il faut que l'on puisse se distinguer. Donc le préfixe avec un alias nous permet de le distinguer dans ce cas-là. C'est soit le nom de la table, soit le nom de l'alias. Ensuite, nous avons la clause where. Donc la clause where introduit le prédicat qui va nous servir à sélectionner nos enregistrements. Et derrière, nous enchaînons les conditions nécessaires pour faire nos sélections. Si nous avons plusieurs conditions, nous pouvons utiliser les opérateurs logiques AND et OR, et éventuellement combiner tout ça avec des parenthèses. Le groupe by. Alors le groupe by est une clause qui nous permet de faire des agrégations, c'est-à-dire que nous pouvons faire des sommes par catégorie par exemple. Donc le order by va nous permettre de sélectionner les champs sur lesquels nous souhaitons effectuer les tris. Ça peut être un seul champ ou plusieurs, et chacun des champs peut être trié soit en ordre ascendant ou en ordre descendant. Si c'est en ordre descendant, il faudra le préciser, l'ordre ascendant étant l'ordre de tri par défaut. Alors nous allons voir l'ordre select du langage SQL. Ça va nous permettre de sélectionner les données dans les tables, et ça fait partie du langage DML. Donc on va lister le contenu d'une table et le trier. Donc pour cela, on va utiliser un select étoile. Alors étoile veut dire que nous sélectionnons tous les champs de la table. Nous prenons la table article, donc from suivi du nom de la table, et nous allons trier ça par order by, marque et nom. Voyons voir ce que ça donne à l'exécution. Et voilà. Donc ici vous remarquerez que pour la colonne marque, nous avons nul qui est avant ABS best memory. Alors ce n'est pas que le tri alphabétique ne fonctionne pas, ça veut dire simplement que nous avons réellement une valeur nulle pour la marque et l'identifiant 17. Donc pour cette référence, la valeur n'existe pas en table. Elle a une valeur nulle. Et donc celles-ci arrivent en tête lors des tris alphabétiques. Voilà, sinon le reste du tri fonctionne bien. Donc on peut imaginer avoir un tri descendant sur le nom. Pour ça, on va faire une modification et on va rajouter le mot-clé descending. On réexécute. Et voilà, donc ça nous a changé l'ordre au niveau du nom.
nous allons sélectionner les champs de la table et utiliser une fonction d'agrégation. Alors ici, nous prenons un select et nous choisissons le champ marque, suivi d'une fonction qui est la fonction count. Alors cette fonction va compter les enregistrements regroupés parce que nous avons derrière le groupe by, donc ici c'est le champ marque, et le résultat va être trié par marque. Et tout ça vient de la table article. Donc voilà le résultat à l'exécution. Alors nous voyons que l'entête de colonne est le nom de la fonction. Alors maintenant nous allons voir comment faire une jointure et renommer les champs grâce aux alias. Alors ici nous avons un select, nous sélectionnons la marque. Ici nous allons sélectionner le nom. Alors c'est le nom de l'article. Et pour ça nous avons préfixé par A et point. Alors ce A correspond à l'alias que nous avons donné à la table article. Donc ici, l'article a un alias qui vaut A, entrepôt a un alias E, et stock a un alias S. Alors les alias sont bien pratiques pour différencier les noms de colonnes lorsqu'il y a ambiguïté, c'est-à-dire lorsque plusieurs tables ont le même nom de colonne. Donc ici la référence est unique parmi les trois tables, donc on n'a pas besoin de préfixer. Ici nous avons également un champ qui s'appelle nom, mais qui appartient à la table entrepôt. Donc nous préfixons par là le E et petit point. Alors vous pouvez choisir ce que vous voulez comme alias, mais essayez de trouver des noms d'alias un peu parlants. Ici, nous allons mettre un autre alias, mais cette fois-ci sur l'entête de colonne, c'est-à-dire le as entrepôt va renommer notre sortie, et l'entête de colonne sera entrepôt. Donc idem pour QTE qui deviendra quantité. Alors ensuite, comment fait-on la jointure? Alors on va partir du stock. Ici, on prend article ID dans stock et on va chercher la clé étrangère dans la table article qui est l'ID. Ici, nous allons chercher l'entrepôt ID dans le stock et nous allons chercher sa clé étrangère dans la table entrepôt. Donc ici, l'alias de la table entrepôt.id et le tout trié par référence. Voyons l'exécution. Et voilà. Donc ici, nous constatons bien que notre entête de colonne n'est pas nom au niveau de l'entrepôt, mais bien entrepôt. Et l'entête de colonne n'est pas QTE, mais quantité. Alors maintenant, nous allons faire une sélection en fonction d'une valeur. Donc on va reprendre la même requête que tout à l'heure, mais on va choisir uniquement les articles pour l'entrepôt de Dijon 1. Donc pour cela, on va faire un where dans lequel on va rajouter un AND, donc une condition supplémentaire, qui sera le nom de l'entrepôt, qui sera égalité avec Dijon 1. Donc voyons la requête. Ici en résultat, nous n'avons plus que des entrepôts Dijon 1. Alors maintenant, nous allons faire le produit cartésien de deux tables. Et nous allons faire from les tables qui nous intéressent, donc entrepôt et article. Ici on en choisit deux, on pourra en avoir plusieurs. Alors qu'est-ce que ça va nous faire cette requête? Ça va faire que pour chaque ligne de l'entrepôt, on va avoir une association avec tous les articles. Donc en fait le résultat de notre table, ça nous fera une table dont le nombre d'enregistrements sera le nombre d'enregistrements d'entrepôt multiplié par le nombre d'enregistrements d'articles. C'est ce que j'explique ici avec les cardinalités. Donc voilà, ça peut être utile dans certains cas. Alors la clause from, on a l'habitude souvent de trouver une table derrière la clause from, mais on n'est pas obligé, c'est-à-dire qu'on peut avoir également des tables dérivées. Donc ici, entre parenthèses, je vais faire une sous-requête, je sélectionne le nom que je renomme article depuis la table article, et je vais nommer la table dérivée A, donc en lui donnant un alias. Donc ici, je fais une sélection du nom dans l'entrepôt, et le résultat, je fais as E. Donc nous avons un from avec deux tables dérivées. Donc chaque sous-requête est bien mise entre parenthèses. Ici, dans la sélection, nous avons A.étoile, ça veut dire que je prends tous les champs de ma table dérivée A, et ici, je récupère tous les champs de ma table dérivée E, d'où le A.étoile et le E.étoile.
Bon, il se trouve qu'ici j'ai sélectionné qu'un seul champ, on verra pas trop la différence, mais vous avez compris le principe. Alors maintenant, nous allons faire une somme. Pour faire une somme, nous utilisons la fonction somme et nous précisons le champ sur lequel nous voulons faire la somme. Bien sûr, il faut que ce champ soit numérique. Donc ici, une quantité. Pour que le résultat soit un peu plus agréable à lire, on va le renommer quantité au niveau de l'entête de la colonne dans les résultats. Nous allons faire une jointure entre article et stock. Nous partons de l'article ID du stock que nous allons associer à l'article de la table, que nous allons associer à l'identifiant de l'article de la table article. Donc ça va nous permettre de récupérer la marque, la référence et le nom. Donc la somme peut apporter sur un regroupement. On a souhaité un regroupement par référence et le résultat sera trié par référence. Ici, la somme portera bien sur la totalité des articles dans tous les entrepôts. Ici, pour cet article-là, nous en avons 205 dans la totalité des entrepôts. Voyons maintenant la concaténation. Pour faire une concaténation entre plusieurs champs d'une table, on utilise la fonction concat. Et ici, on met entre parenthèses la liste des champs que l'on veut concaténer. Donc ici, c'est une marque, virgule, on sépare chaque élément concaténé par une virgule. J'ai rajouté un espace. Ça peut être un champ ou une expression. Et ici, virgule, on met le nom. Et cela, je le renomme article. Ensuite, la référence, la somme de la quantité comme tout à l'heure. Et ensuite, nous n'avons rien de nouveau. Donc voilà le résultat de la concaténation. Nous avons la marque suivie du nom de l'article. Alors maintenant, nous allons voir les sous-requêtes et l'ordre distinct. Donc ici, je vais sélectionner les articles, donc la référence et le nom des articles qui sont absents des entrepôts. En fait, qui ne sont pas référencés dans les entrepôts, pour être bien précis. Donc pour ça, j'ai une sous-requête où je vais sélectionner les différents articles, donc les différents identifiants des articles, depuis la table stock. Donc là, j'ai la totalité de mes catalogues dans tous les entrepôts. Et ici, je sélectionne donc les éléments de mon catalogue, donc de la table article. Je fais la jointure ici, entre la table article, son identifiant, et l'article ID de la table stock. Et dans ma condition, je mets note existe. Donc ça veut dire que je cherche tous les éléments de ma table article qui n'existent pas dans la table stock. Voilà le résultat. Donc ces articles-là ne sont pas référencés dans mes entrepôts. Voyons maintenant la jointure à gauche. Donc ici, bon, sur le select, rien de nouveau. Dans le from, je sélectionne les articles avec un alias A et je vais faire une jointure à gauche sur la table stock avec un alias S. Alors ici, vous voyez qu'il y a deux façons de donner le nom de l'alias. On peut mettre un as suivi du nom de l'alias ou simplement un blanc et l'alias. On, c'est les champs sur lesquels on va faire la jointure. Donc on va faire la jointure sur l'identifiant de la table article et sur article ID de la table stock. Le résultat sera regroupé par référence pour la quantité et trié par référence. Donc voici le résultat. Alors ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que nous avons des valeurs nulles. Alors ces valeurs nulles peuvent être soit nulles dans la table quantité si on avait permis des valeurs nulles, mais ça peut vouloir dire également que je les ai dans ma table à gauche, mais pas dans ma table à droite. Concrètement, ici, ça veut dire que j'ai des articles, mais je n'ai pas de stock pour certains articles. Effectivement, cet article-là, je m'étais débrouillé pour qu'il ne soit pas stocké, et il m'enverra une quantité nulle. Donc ces quantités nulles, si on les teste, ça nous permet de voir les articles qui sont absents des entrepôts. Alors ici, je vais sélectionner dans le where la quantité is null, donc toujours avec ma jointure.
Donc là, ça veut dire que je sélectionne les articles qui ne sont pas référencés ou les articles dont la quantité est égale à 0. Si on exécute ça, bon, le résultat, il se trouve qu'ici, nous n'avons pas de quantité égale à 0, mais simplement des articles non référencés. Nous allons faire un test sur une expression. Donc nous allons sélectionner les articles dont la quantité est inférieure au seuil minimum, plus 10% du seuil minimum. Alors ici, bon, donc l'alias, la référence, l'alias c'est le nom de la table, la quantité, on renomme la quantité, rien de nouveau. Ici, on va donner le seuil minimum, qui provient de la table stock, et ici, on va faire un calcul avec une expression. Ici, la sélection va se faire sur la table, sur le champ quantité, strictement inférieur à une expression entre parenthèses, seuil minimum multiplié par 1,1. Nous allons voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. Nous allons voir l'utilisation d'une variable. Pour affecter une variable, on utilise le mot-clé set, suivi de arrobase, d'un nom, d'un libellé, donc, et qui est égal ici à une valeur 1,1. Donc j'utilise la variable ici pour multiplier donc le seuil d'alerte par mon seuil minimum. Et ensuite, je l'utilise également dans ma condition where. Donc voyons le résultat. Voilà. Nous allons voir maintenant la création d'une vue. On va créer une vue qui va regrouper articles, stock et entrepôt. On avait vu que c'était un peu pénible d'utiliser la jointure à chaque requête, et on l'utilise souvent. Donc tout d'abord, je vais faire une destruction de la vue. Donc je fais drop view et je teste si elle existe. Donc if existe et le nom de la vue. Ici, j'ai choisi de la nommer v underscore stock underscore entrepôt. Ensuite, on utilise le mot-clé create. Create quoi? Donc une view, le nom, v stock entrepôt, as, et on va mettre ce que l'on sélectionne dans la vue. Donc ici, je sélectionne l'article ID, donc l'identifiant article de la table stock, la marque, le nom, que je renomme, donc ici sera renommé article nom, l'entrepôt, l'identifiant d'entrepôt, le nom de l'entrepôt qui sera renommé comme entrepôt nom, la ville, la quantité, le seuil minimum, le seuil maximum. Et tout ça proviendra de la table stock, de la table article et de la table entrepôt avec leurs alias. Ici, on fait la jointure entre l'article de l'identifiant article de la table stock et l'identifiant article de la table article, et entre l'identifiant entrepôt pardon, de la table stock et l'identifiant entrepôt de l'entrepôt. Nous allons créer la vue. Voilà, donc notre vue est créée. Nous allons voir comment utiliser la vue. C'est tout simple, nous la mettons après la clause from, comme si c'était une table ou une table dérivée. Ensuite, dans notre where, nous allons introduire un mot-clé nouveau qui est le in. Ça veut dire que je cherche toutes les marques qui appartiennent à cet ensemble-là, donc entre parenthèses, qui peut être donc wind ou snow. Le résultat trié par marque et nom d'article. Voilà, donc les marques sélectionnées sont uniquement snow et wind. Nous allons voir l'incrémentation d'un compteur. Pour ça, nous allons utiliser une variable. Elle s'appelle compteur. On n'oublie pas l'arrobase en préfixe. 2 points égale 0 pour l'initialiser. Ensuite, dans le select, nous allons faire arrobase compteur et on lui affecte arrobase compteur plus 1. On va le nommer rang. Voyons le résultat. Voici le rang. Alors on va introduire maintenant la clause having. On va lister les articles, donc le stock total de l'entreprise est supérieur à 500.
Alors pour ça, nous allons faire la somme de la quantité. On va l'appeler quantité dans notre sortie. Et on va récupérer le nom de l'article. On utilise notre vue. Le tout regroupé par l'identifiant article. Et on va récupérer uniquement ceux qui ont une somme supérieure à 500. C'est pour ça qu'on a le having ici. Donc c'est having, une fonction mathématique, est supérieure à 500. Et le tout trié par quantité. Donc voilà le résultat. Les opérateurs possibles dans un where ou dans un having sont égal, not égal, supérieur, inférieur, qui revient au not égal, supérieur, inférieur, note supérieure, note inférieure, note supérieure, supérieur ou égal ou inférieur ou égal. On a également between et not between. Donc between permet de tester par rapport à un intervalle de deux valeurs, bornes comprises. Le like, le not like. Donc ça nous permet de sélectionner sur une partie d'une chaîne de caractères. Le is nul, le is not nul. Donc ça permet de tester si la valeur est nulle. Et par contre, il faut faire attention à une petite chose, c'est que les opérateurs qui commencent par le point d'exclamation sont non conformes à SQL 92. Ça peut arriver que vous travailliez sur des GBD qui sont un peu vieux, donc méfiez-vous. Et autre point important, les conditions négatives ralentissent les requêtes. Alors voyons les sous-requêtes. Alors on va sélectionner les articles dont le stock est inférieur à 104, dans au moins un entrepôt. Alors comment on va faire ça? On fait une sous-requête dans laquelle on sélectionne l'identifiant article pour lesquels la quantité dans la table stock est inférieure à 104. Et ici, nous récupérons les articles que nous allons tester au niveau de l'identifiant. Donc, on fait l'égalité entre l'identifiant de cet article-là de la table article et l'identifiant article de la table stock. Le fait de mettre any, ça veut dire qu'il suffit qu'il y en ait un seul qui soit inférieur à 104. On va voir ce que ça donne au niveau du résultat. Donc voilà, ces articles ont un stock inférieur à 104 dans au moins un entrepôt. Donc pour que le any fonctionne, il suffit qu'une seule fois la condition soit vraie pour un des articles dans la table stock. Alors voyons maintenant la clause all. Alors on va sélectionner les articles dont le stock est inférieur à 29 dans chacun des entrepôts. Alors pour faire cela, on va sélectionner nos informations dans la table article et le critère va être sur la quantité. Donc ici on va dire donc un stock inférieur à 29. Pour récupérer la quantité de stock, on la récupère ici, donc c'est la quantité dans la table stock et on fait le lien entre article ID de la table stock et l'identifiant de l'article de notre table article. Donc ici avec l'alias A. Alors que veut dire le all? Ça veut dire que pour que la condition soit vraie, il faut que la totalité des quantités dans les différents entrepôts pour cet article-là soit strictement inférieure à 29. On va faire l'exécution. Et voilà. Alors nous allons lister les articles présents dans l'entrepôt de Dijon 1 et absents dans l'entrepôt de Marseille. Donc pour ça, nous allons sélectionner les articles, les noms d'articles dans notre vue stock entrepôt, pour lequel le nom de l'entrepôt est Dijon 1. Ensuite, nous allons faire une sous-requête dans laquelle nous allons faire la même sélection, mais pour l'entrepôt Marseille 1. Donc nous sélectionnons les identifiants articles. Et donc ici, pour un identifiant article, nous allons regarder s'il est absent de l'ensemble des identifiants articles récupérés pour Marseille 1. Voyons ce que ça donne au niveau d'exécution.
Voilà, donc nous avons ces deux articles qui sont présents à Dijon et qui sont absents à Marseille. Donc le test se fait bien sur le champ article. Il faut bien que des deux côtés nous ayons un identifiant qui correspond à un article. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Code 63.